Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 heures. Nous sommes le samedi 16 avril. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité. Depuis hier, la communauté libanaise célèbre le 150e anniversaire de l'arrivée de premiers Libanais en Guadeloupe. Cet après-midi, une plaque commémorative a été dévoilée sur la place du marché central de Pointe-à-Pitre. Toutes les autorités politiques étaient représentées, États, régions ou encore départements. Des représentants également du Liban comme Monseigneur Gemayel, évêque de l'éparchie Notre-Dame du Liban à Paris, ou encore le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en France, Monsieur Gadi El Khouri. À cette occasion, le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, est revenu sur l'apport de cette communauté libanaise ou comme on l'appelle parfois syro-libanaise, l'apport donc de cette communauté au développement de la Guadeloupe d'une manière générale, mais singulièrement de la ville de Pointe-à-Pitre. La communauté libanaise, d'abord, elle est partie prenante, elle est une partie fondatrice du peuple guadeloupéen et par ailleurs, pour la ville particulièrement, ils sont très importants parce que lorsqu'ils sont venus s'implanter à la fin du 19e siècle, ils l'ont fait principalement à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre et au Moule. Et dans ces trois villes, ils ont insufflé une dynamique économique, une dynamique commerciale. Mais ensuite, ils ont très vite dépassé cette composante commerciale pour pouvoir irriguer dans tous les domaines. Ce sont des mécènes dans le sport, ce sont des artistes, ce sont des professions, des notables, des médecins, des avocats. Ils ont irrigué ce sont des hommes et des femmes politiques. Ils ont irrigué donc tous les courants de la vie sociétale en Guadeloupe. Et de ce point de vue, encore une fois, je le répète, ils sont une composante fondamentale du peuple guadeloupéen. Mais qu'est-ce donc aujourd'hui qu'être syro-libanais ou libano-guadeloupéen après 150 ans, tout en s'étant intégré à l'ensemble de la communauté guadeloupéenne? Les Libanais continuent cependant de constituer un groupe encore attaché à ses racines. Alors Muriel Barlagne est allée à la rencontre de quelques-uns qui vivent parfois une double appartenance culturelle. Reportage. Leïla Char, d'origine libanaise, est arrivée en Guadeloupe en 1994. Elle a suivi son mari qui y était déjà installé. Il a fui le Liban en 1978 à cause de la guerre et est venu rejoindre de la famille. Aujourd'hui, la couturière a sa propre enseigne dans une rue de Pointe-à-Pitre. Elles se sont bien intégrées dans le pays, à un détail près. Je trouve que quand même après 21 ans que je parle pas bien le créole, je trouve que c'est pas normal de ma part. Mais j'aime bien l'écouter, j'aime bien quand les clients de certain âge qui viennent, ils me parlent plutôt, ils commencent à me parler le créole et tout de suite après ils me demandent si je parle le créole ou je comprends. Je dis oui, je comprends très bien. Et voilà, j'essaie de me débrouiller, mais... Le créole, sa fille Georgette le maîtrise très bien. Elle est née ici il y a 20 ans et se sent guadeloupéenne tout en restant proche du Liban. Il y a beaucoup de ressemblances en fait entre les deux cultures, au niveau de l'éducation, au niveau de la religion aussi, qui fait que tout de suite on trouve des liens avec les personnes et on se sent accepté et on se sent libanais, mais guadeloupéen aussi. Souvent on mange aussi à la maison les plats culinaires libanais, autant que je parle créole, j'essaie de me débrouiller. Et aussi, on cuisine aussi les plats culinaires de Guadeloupe. Dans le magasin d'en face, François Taoum, 35 ans. Lui aussi est né sur notre sol, comme sa mère d'origine syrienne. Son père, lui, est arrivé du Liban en 1975. Il ne connaissait personne. Aujourd'hui, père et fils sont commerçants à Pointe-à-Pitre. Ils se sont fondus dans la population. Il n'y a pas de communautarisme entre nous, et ni envers le peuple guadeloupéen. Nous fréquentons la majorité, enfin personnellement je fréquente que des Guadeloupéens et ça se passe bien, on n'a pas de problème, on travaille, on vit en Guadeloupe comme tout bon Guadeloupéen et voilà. Cette intégration, Lydia Taoum souhaiterait la voir préservée.
D'origine syrienne, elle s'est mariée à un Libanais. Ce qui la dérange, c'est la messe célébrée en arabe mise en place depuis un an dans une église des Abîmes à l'attention de cette communauté. On a fait venir un prêtre qui effectivement officie en langue arabe et en français. Moi, je n'aime pas cette distinction. J'aurais préféré que tout le monde soit toujours ensemble. Pas de différence, pas de séparation. Qu'en pense le reste de la population? Vous allez de leur côté, vous avez besoin d'acheter quel que soit l'article. Il arrive à arranger avec vous pour le prix. Alors moi, je trouve que c'est idéal. Il n'y a pas de problème avec eux. Hein. C'est des personnes adorables, bien, qui s'occupent bien de leurs clientes, qui savent recevoir, qui savent parler aux clientes. Moi, je n'ai pas encore vu la différence. Hein. Moi, je dis qu'ils font quand même partie du système économique et social quand même de la Guadeloupe. Lorsqu'on regarde quand même depuis quand même un certain nombre d'années, apparemment, à mon avis, j'étais petit, ils étaient déjà là, sous Marie-Galante aussi, il me semble, parce que je connais une dame à ma voisine là, qui est de Marie-Galante. Donc, ce sont quand même des gens assez sympathiques. Et puis, ils font partie de la culture guadeloupéenne en quelque sorte maintenant. Ils se sont bien implantés. Libanais de Guadeloupe, des Guadeloupéens comme les autres qui ont assez d'amour pour deux pays. Voilà ce que nous pouvions dire à l'occasion de ce 150e anniversaire de l'arrivée donc des premiers Libanais à Guadeloupe qui fuyaient à l'époque le régime de l'Empire ottoman. L'actualité sociale maintenant vers la fin de la grève à Canalsat après plus d'un mois. Le syndicat UGTG a entériné aujourd'hui la proposition de la direction de Canalsat de recaser l'employé licencié pour faute grave au sein d'une toute autre entreprise. Cette grève a, quoi qu'il en soit, déclenché la mobilisation du syndicat qui hier a annoncé un mouvement général, je vous le rappelle, pour le 26 de ce mois. Et puis la grève qui continue à Air Caraïbes, une grève entamée hier à l'appel d'une intersyndicale initiée en Martinique. Cette grève qui doit durer jusqu'au 20 de ce mois a pour motif la crainte du démantèlement de la compagnie après le lancement d'une filiale low cost dénommée French Blue. Ce mouvement n'a pour l'heure pas de réelle incidence sur le trafic. Et puis loin de chez nous, mais un peu comme chez nous, à Mayotte, la grève générale contre la vie chère et pour l'égalité réelle avec la métropole a été levée après un accord signé hier entre l'intersyndicale qui conduisait le mouvement et la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, application du Code du travail à compter de janvier 2018 ou encore indexation de 40% du traitement des fonctionnaires sont à partir de janvier 2017 cette fois. Ce sont les principales mesures qui ont été arrêtées. Vie chère, justement, en Guadeloupe et plus généralement dans l'outre-mer, le grand mouvement de 2009 n'a semble-t-il pas changé grand-chose. La dernière enquête de l'INSEE révèle qu'en 2015, les prix pratiqués par exemple en Guadeloupe sont en moyenne de 12% supérieurs à ceux de la métropole, avec des niveaux qui atteignent parfois près de 40%, par exemple pour l'alimentation. Qu'en pensent les Guadeloupéens? Leurs avis recueillis par Anne-Elisabeth Arsène au supermarché. Selon une étude de l'INSEE publiée récemment, la différence de prix de l'alimentaire entre la Guadeloupe et l'Hexagone serait de plus de 30%. Une différence qui n'échappe pas non plus aux consommateurs. Certains avec philosophie. Mais bien sûr, puis bon, on n'a pas le choix. De toute façon, on est obligé de passer par là. C'est vrai que le différentiel, on s'attendait un peu moins, puisque depuis, c'est vrai que nous sommes surtout des salariés et qu'on nous rabâche qu'il y a seulement 10 ou 20% d'écart. Arriver à 30%, effectivement, ça fait un sacré écart. Et le coût le panier du salarié, il en prend effectivement un coup. Donc en fait, c'est vrai que ça embête certains, surtout que le pouvoir d'achat de certains ont beaucoup diminué. Moi, personnellement, je me dis qu'il faut vivre, donc forcément boire et manger. Donc on s'adapte en fonction des besoins de chacun. Bon, réfléchir à deux fois, on sait déjà ce qui est. Donc c'est à nous, bien sûr, de faire le tri de ce qu'on a vraiment besoin et de faire le tri. Donc non, on ne réfléchit pas trop. On en a besoin, on l'achète. Et puis c'est à nous quand même de faire attention à notre porte-monnaie. Et d'autres réfléchissent de plus en plus avant d'acheter. C'est abusé et il faut vraiment faire des efforts. On nous avait promis en 2009
que ça allait s'arranger. Et j'ai l'impression qu'on nous grignote tous les ans un peu plus et on va être encore à 4 fois trop cher qu'en métropole sur certains produits. On nous met 2-3 petits produits comme ça, premier prix, mais c'est pas vrai, quoi. Il faut faire des efforts. Voilà, les gens en plus ici n'ont pas des salaires et c'est pas bien, quoi. Il faut vraiment que l'État il arrête de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, nous et toutes les îles, parce qu'on voit Mayotte, c'est pas mieux non plus, quoi. Mayotte, Martinique, tout le monde. Ça me fait réfléchir, oui, mais en même temps, nous n'avons pas le choix, vu qu'il faut qu'on s'alimente, il faut qu'on fasse nos courses, notre quotidien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très regrettable, parce qu'ils parlent tout le temps de continuité territoriale, d'égalité des chances et de tout, mais nous ne sommes pas sur les mêmes pieds d'égalité que les gens vivant en métropole. Oui, ça fait réfléchir, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on commence à regarder, à comparer pas mal de prix. Et à venir prendre spécialement ce qu'on a besoin en fait, de ne pas faire d'abus. Et d'autre part, on remarque en faisant nos courses, le chariot est de plus en plus vide et on paie de plus en plus cher. 7 ans après le mouvement de grève générale qui avait paralysé notre département et la mise en place d'un observatoire visant justement à contrôler l'évolution des prix, il semblerait donc que ces accords signés en 2009 ne soient toujours pas répercutés dans nos caddies. Le CORECA, Contact et Recherche Caraïbes, une association lancée et animée par des universitaires et des chercheurs guadeloupéens, célèbre cette semaine son 25e anniversaire. L'association est aujourd'hui un véritable acteur majeur du développement de la coopération dans notre région. Et on peut le dire, elle a instillé même le sentiment d'une identité caribéenne. Karine Gielman. La coopération régionale. L'intégration régionale, un défi pour la Guadeloupe. Les 25 ans de travail sur le terrain du CORECA ont porté leurs fruits. Les initiatives citoyennes pour développer les liens dans la Caraïbe sont de plus en plus présentes. Nous avons moins de contraintes. On n'a pas les contraintes du rôle de l'État. L'État ne vient pas nous demander ce qu'on va faire. Donc nous on part, on va faire nos affaires, si vous voulez. Et quand on est une institution, il y a la contrainte étatique, il y a la contrainte du pouvoir de l'État, de la souveraineté de l'État, des limites de compétences. Tout ceci fait qu'effectivement, aujourd'hui, le terreau de la coopération, c'est la société civile. En effet, la Guadeloupe est dépendante des politiques menées par le gouvernement français et de ses mécanismes diplomatiques. Pendant des années, CORECA a été justement un instrument de cette coopération entre la Guadeloupe et la Sainte-Lucie, une coopération qui était quasiment inexistante. Donc avec le CORECA, ils ont tissé des liens avec l'association Sainte-Lucie, DFA, et ils ont fait beaucoup de très bons boulots ensemble, de très bonnes manifestations qui ont créé des liens entre le peuple de la Guadeloupe et de Sainte-Lucie. L'association composée de bénévoles ainsi que les acteurs des milieux sportifs ou culturels deviennent ainsi des moteurs performants pour entretenir la coopération régionale et finalement, ils deviennent les premiers ambassadeurs. Nos amis caribéens qui ont fait l'effort de modifier leur statut pour nous permettre d'intégrer ces organisations internationales. Maintenant, on se rend compte de plus en plus au niveau international, dans le monde entier, qu'il y a une part importante prise par le sport et aussi la culture en termes dans les stratégies de diplomatie et de relations internationales dans les différents pays. On ne se fait plus la guerre avec seulement des armes, les guerres conventionnelles, mais il y a également aussi la compétition économique, mais il y a aussi l'affirmation de l'existence et de l'identité culturelle. Et il y a également aussi cette compétition sportive, l'accueil des événements sportifs, le développement du sport, le rayonnement d'un pays à travers ses sportifs et aussi la coopération et les échanges entre les hommes. Multiplier les passerelles au sein des sociétés civiles et surtout simplifier les relations interrégionales, un programme de titan que le CORECA entend bien poursuivre dans les années à venir. Et ce, en élargissant à une thématique devenue incontournable, le changement climatique. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, le CORECA a organisé aujourd'hui une table ronde autour de plusieurs thèmes relatifs à la coopération dans notre région. Des représentants d'Haïti, de la Dominique ou de Sainte-Lucie, comme vous venez de le voir, sont venus nous rappeler que la coopération dans notre région, ils en étaient parfois, même souvent, plus conscients de sa nécessité que nous, et en tout cas plus ouverts. Karine Gielman. La communauté caribéenne pour un rapprochement avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
Ces départements français sont pour l'heure liés à la politique gouvernementale nationale. Toutefois, les représentants des pays de la Caraïbe sont prêts à développer la coopération régionale directement avec leurs voisins. Avec les pays comme le Saint Kitts, Sainte-Lucie, la Dominique, qui ont établi le programme de Citizenship by Investment. Donc, un investisseur étranger peut obtenir un passeport saint-lucien par rapport au niveau de son investissement. Donc, on essaie de faire des choses un peu trop cavalier seul, tandis qu'on a les structures pour pouvoir agir ensemble. Donc, avec le CARICOM, on espère, comme j'ai dit, avec ces questions de changement climatique, on a vu à Paris tout dernièrement, avec le COP21, que la région caribéenne a pu négocier très fortement sous la présidence du ministère de Développement durable et des énergies renouvelables de Sainte-Lucie, qui a mené le combat pour le CARICOM, et ils ont pu obtenir gain de cause, et ils vont bientôt signer l'accord dans ce sens. Donc on espère, même avec les instances, les entités comme le CORECA, qu'ils pourront vraiment être des vrais acteurs de cette coopération. Je suis ici aussi pour témoigner la gratitude, pour dire merci à la Guadeloupe pour cet élan de solidarité qu'on a vu sans passer par la métropole, que les Guadeloupéens nous ont beaucoup aidés sans retour, quoi. Donc les premiers secours sur place, c'était la Guadeloupe, les premiers acheminements d'engrais d'engrais périssables, c'était la Guadeloupe. Donc là, c'est vraiment un moyen de coopération. La Guadeloupe et la Martinique, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, de l'AEC. Donc il est important, n'est-ce pas, que ces départements, n'est-ce pas, puissent s'intégrer dans cette relation pour pouvoir partager, n'est-ce pas, ses intérêts, n'est-ce pas, au profit, n'est-ce pas, de ses amis, par le biais du Conseil régional. Donc toute décision pour prendre. Mais cependant, les autorités guadeloupéennes, n'est-ce pas, sont déjà engagées et à travailler ensemble avec Haïti. Des coopérations qui auraient pour objectif d'intégrer ces départements au CARICOM, la communauté caribéenne, ou tout simplement de simplifier les échanges avec les pays de la Caraïbe insulaire et continentale. Je sais que la Martinique et la Guadeloupe envisagent justement l'accession au CARICOM. Je pense pendant un moment, mais pendant très longtemps, le CARICOM a été un peu dormant dans la région, mais on voit un élan, surtout avec la question des énergies renouvelables et le changement climatique. Et c'est ça aussi dans ce domaine qu'on va pouvoir, je pense, il faut une révolution verte dans les Caraïbes, et les pays individuellement ne peuvent pas faire ça toute seule, parce que faire ça toute seule, ça n'a pas de sens, parce que c'est toute la région qui est concernée. Notre survie dépend de ça. Sans la coopération, on va être perdu, parce que c'est la mondialisation, c'est la globalisation. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour travailler, pour échanger surtout. Il y a des échanges qui existent entre la Guadeloupe et la Dominique depuis fort longtemps. Et au niveau du tourisme, nos premiers clients viennent de la Guadeloupe. La majorité de nos touristes viennent de la Guadeloupe, et après la Martinique. Donc déjà, il y a cet échange au niveau du tourisme. Et pour nous, la coopération économique, ça continue parce qu'on importe beaucoup de la Guadeloupe. Depuis fort longtemps, il y a un bateau qui quitte la Guadeloupe chaque semaine, qui amène des produits agricoles et qui repart avec des produits de la Guadeloupe. Donc ça va continuer. Bien que proches des pays de la Caraïbe, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont des liens limités avec les pays voisins. L'insertion de ces départements au sein de leur environnement régional est une préoccupation récente. La loi de l'Outre-mer du 13 décembre 2000 devait renforcer cette coopération. Et on poursuit précisément avec notre tour d'horizon traditionnel de l'actualité chez nos voisins. On commence par le Venezuela avec cette nouvelle mesure détonnante du gouvernement pour faire face à la crise économique qui frappe le pays, le changement de fuseau horaire. Comprenez pourquoi. Après avoir multiplié les jours chômés, le Venezuela a rédigé une nouvelle mesure pour faire des économies d'énergie.
Le 1er mai, le pays changera de fuseau horaire, avançant les aiguilles de 30 minutes. L'objectif sera de revenir au fuseau horaire de 4 heures de moins par rapport au méridien de Greenwich. Cette mesure avait déjà été prise par l'ancien président Hugo Chavez en décembre 2007 et vient s'ajouter à un panel de décisions drastiques pour économiser l'électricité. En effet, tous les vendredis sont chômés dans le secteur public et les grands consommateurs de courant, comme les hôtels et les centres commerciaux, sont invités à pourvoir eux-mêmes à leurs besoins en électricité 9 heures par jour. Toutes ces décisions sont effectives jusqu'à ce que les réservoirs des centrales hydroélectriques retrouvent des niveaux d'eau plus acceptables. Les représentants du 65e régiment d'infanterie de Porto Rico, les Borinqueners, ont reçu la médaille d'or du Congrès américain. Ils ont été récompensés pour avoir servi les États-Unis au cours de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Plus de 200 Borinqueners et leurs familles ont assisté à la cérémonie et quelques 300 anciens combattants recevront une réplique de la médaille d'or du Congrès, qui est la plus haute distinction civile du Congrès que les États-Unis peuvent accorder. Ce n'est qu'en 1948 que le président Harry Truman a publié un décret visant à assurer l'égalité dans les forces armées, mais cette politique n'a été pleinement appliquée qu'au début de la guerre de Corée. Jusqu'alors, les 2 soldats portoricains et afro-américains servaient dans des unités séparées. Le président bolivien Evo Morales, reçu vendredi au Vatican par le pape François, lui a conseillé de prendre des feuilles de coca, principale composante de la cocaïne, que les Indiens des Andes mastiquent. Morales a vivement recommandé au pape d'en prendre régulièrement pour supporter son rythme de vie. Il informe en consommer régulièrement et qu'il s'en porte très bien. Evo Morales a d'ailleurs longtemps dirigé le syndicat des cocaleros, les planteurs de feuilles de coca. Le président bolivien qui défend la dépénalisation internationale de la consommation de la feuille de coca a offert à François 3 livres sur les bienfaits de cette plante, dont la Colombie est le premier producteur mondial. Principale composante de la cocaïne, la feuille de coca est également utilisée comme remède médicinal. Le pape aurait pu en goûter en infusion afin de prévenir le mal d'altitude qui l'a touché l'an dernier à La Paz. Ce n'est pas la première fois que le président bolivien offre un cadeau incongru au souverain pontife. L'été dernier déjà, Evo Morales avait offert au pape François, perplexe, un crucifix communiste. 2 mots de sport avec tout d'abord l'évolution de la Transat AG2R, la mondiale, avec toujours en tête du classement de la flotte Agir Recouvrement. Quant à nos 3 représentants, les Saintes, Marie-Galante et Guadeloupe, ils sont respectivement toujours 9e, 10e et 11e. La 23e journée du championnat de division d'honneur, nous parlons football, a commencé hier soir avec la rencontre Red Star Amical Club de Marie-Galante. Les Points 3 se sont imposés 1-0. Une rencontre au programme ce soir, USBM CA Marquisa à Bémao, bien sûr. Et puis le reste de la journée, demain après-midi 16h, contrairement à une précédente information que nous vous avons livrée dans notre édition de 12h30. Donc demain, c'est bien demain, 16h, USR Sirocco au Lamentin, CSM AOG au Gosier, Arsenal Solidarité Scolaire à Bémao, Gauloise Phare du Canal à Rivière-des-Pères à Basse-Terre, bien sûr. Quant à la rencontre Étoile Juventus qui était prévue à Mornalo, elle a été reportée. Le retour des Vikings. Le célèbre groupe des années 60 renaît pour célébrer son 50e anniversaire. Il sort un album best-of intitulé « Encore un petit coup ». Il s'est reconstitué et remonté sur scène d'abord en région parisienne et demain, il sera en concert à l'Appart, c'est à Jarry. Il est aussi question d'un documentaire sorte de Buena Vista Social Club. C'est ce que nous a confirmé Max Sévérin, l'un des chanteurs du groupe qui était l'invité de notre édition de 12h30. L'idée de l'équipe métropolitaine qui a travaillé avec une production de jazz qui s'appelle Blue Note et qui travaille en Angleterre aussi, c'est leur idée de faire une espèce de Compay Segundo, Compay Viking ou Buena Vista avec la musique d'alors pour la culture. Alors donc on essaiera de faire ce qu'on peut. Alors vous serez sur scène demain à l'Appart, l'établissement qui se trouve
à Jarry. Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont pouvoir entendre de ces Vikings, et les vieux comme moi évidemment, de ces Vikings? Alors les vieux comme toi vont entendre ce qui t'a permis d'aller à l'université, et les jeunes savoir pourquoi ils sont nés. C'est-à-dire que les parents ont connu beaucoup de choses, grâce notamment aux Vikings, mais c'est grâce surtout... à des chanteurs comme Fredo Cagos. Fredo Cagos, Hippomen Léova, oui. Et puis naturellement... et puis Gordon Anderson aussi, un fameux slow. Oui, qui est passé, il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis il y a soprano, saxophone, Guy Jacquet, guitare, et tout l'entourage de Pierre-Édouard Décimus et de l'ineffable Freddy Marshall aussi. Je vous l'ai dit, les Vikings se sont d'abord produits en région parisienne, à Stein exactement, en Seine-Saint-Denis, à l'occasion du Festival des Banlieues Bleues. Je vous propose un extrait de cette prestation. Les Vikings avec ce merveilleux saxophoniste Camille dit Soprane, Île-de-Verre. Demain donc, 18h à l'appart à Jarry. La météo, avant de nous séparer, le ciel sera certes nuageux demain, mais le soleil sera bien présent sur tout notre archipel. Beau temps donc, globalement, avec des températures comprises entre 25 et 28 degrés. Au programme sur nos antennes, dans un instant, la rubrique Innovation de Karine Gelman, qui sera suivie du journal de TF1. Notre soirée, comme tous les samedis, sera consacrée à l'émission que vous ne loupez jamais, The Voice. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous demain, 12h30.